Bonjour, bienvenue à ma présentation qui s'intitule Regard critique sur l'utilisation des théories psychologiques classiques du développement de l'identité de genre auprès des jeunes trans non-binaires. L'objectif de ma présentation aujourd'hui est de vous faire voir ou revoir certaines des théories traditionnelles, donc quatre pour être plus spécifique, qui portent sur l'identité de genre. Ce sont des théories qui sont toujours utilisées actuellement dans certains articles scientifiques, des livres et dans certaines formations professionnelles. Le but est également de vous offrir une réflexion critique à savoir peut-on éthiquement, épistémologiquement et méthodologiquement penser la réalité des enfants trans non-binaires à partir des théories classiques du développement du genre. Sans plus tarder, je commence avec la première théorie, qui est la théorie cognitive développementale, qui est une des plus connues, des plus utilisées en psychologie. Elle a été élaborée par Lawrence Kohlberg en 1966, donc ça date. Et il s'est inspiré de Piaget pour construire une théorie cognitive du développement qui va se faire par étapes séquentielles reliées à l'âge mental de l'enfant. Donc, l'enfant va jouer un rôle très actif dans son propre développement. La première étape est celle de l'identité de genre vers 2-3 ans, où l'enfant va s'identifier à travers une étiquette à un genre, donc soit comme garçon ou comme fille, un peu à la manière qu'il va s'identifier à son prénom. Ensuite, va venir l'étape de la stabilité de genre vers 3-5 ans, où il va acquérir la compréhension que le genre va rester le même ne va pas changer dans le temps. Et donc, si elle est une petite fille, il va devenir une maman plus tard. Et finalement, la troisième étape est celle de la cohérence de genre, où l'enfant va reconnaître que malgré des changements de surface ou les circonstances, il va garder le même genre. L'enfant va chercher à se faire valider par les autres pour pouvoir avoir une image de soi positive et stable. Une fois ces trois étapes complétées, il va pouvoir arriver à la constance de genre. Moi, je ne peux pas voir mon PowerPoint. Et donc, vers 5 à 7 ans, on va arriver à la constance de genre, qui est la compréhension que le genre est une partie invariable et irréversible du soi. C'est la constance de genre qui va mener au comportement genré. Pour la deuxième théorie, c'est la théorie du schéma de genre, qui est aussi une théorie cognitive développée par Sandra Bem et par Caroline Martin et Charles Alverson, qui vont se fonder sur la notion de schéma de genre, qui est un réseau d'associations présentant des informations sur soi et sur les comportements typiques selon les genres. Donc, le schéma de genre est un principe organisateur fondamental et universel qui va permettre de distinguer les gens selon leur genre et de se définir soi-même. Durant son développement, l'enfant va observer et va apprendre les comportements qui sont typiques pour son groupe de genre, va y accorder une valeur positive et va être motivé à se comporter en conséquence. Une fois acquis, le schéma de genre va être auto-renforçant parce que seulement les informations qui sont cohérentes à son schéma de genre vont être gardées en mémoire et vont être reproduites plus tard. Selon Sandra Bem, le schéma de genre, c'est un peu comme une lentille pour voir le monde, mais il ne va pas être utilisé également par tout le monde. Donc, certaines personnes vont utiliser d'autres schémas plus centraux pour diriger leur comportement dans leur vie. Et donc, certaines personnes vont être plus androgynes dans leur expression de genre. Ensuite, la troisième théorie, c'est la théorie sociale cognitive de Bossé et Bandura, qui est une intégration des théories sociales du développement et de la théorie cognitive développementale de Kohlberg, que je vous ai présentée en premier. Ils ont voulu intégrer les déterminants sociaux et les déterminants cognitifs au sein d'une même théorie. Et les auteurs pensaient que l'influence sociale, les mécanismes psychologiques et les comportements s'inter-influencent dans ce qu'ils vont appeler le modèle de causalité réciproque triadique. Dès la naissance de l'enfant et durant toute sa vie, plusieurs environnements comme la famille, les pairs, le milieu scolaire, le milieu du travail et les médias vont influencer la formation de guides comportementaux. Donc, ces guides sont un ensemble de règles, de standards relatifs au genre pour guider les comportements de l'enfant qui vont être acquéris à travers trois mécanismes. Donc, le premier, c'est le modelage, donc un peu un apprentissage par observation de modèles qui vont être imités par l'enfant. Ensuite, il y a la rétroaction sociale de l'entourage vis-à-vis des comportements de l'enfant, puis l'enseignement de consignes directes par les parents. Au début, l'enfant va recevoir des sanctions sociales pour monitorer ses comportements. Puis une fois que le guide comportemental va être
intégré cognitivement, il va s'auto-sanctionner, donc faire des sanctions personnelles et s'auto-réguler pour diriger ses comportements. Ensuite, dernière théorie, c'est la théorie multifactorielle élaborée par Spence, principalement. Là. Donc, elle a critiqué le modèle unifactoriel de Kohlberg et le modèle bifactoriel de Bem, qui porte à croire, selon elle, que chaque étape développementale va amener un set unifié de comportements, d'attributs, d'attitudes de genre, alors que pour la théorie multifactorielle, chaque phénomène de genre n'a pas nécessairement la même histoire développementale. Chaque phénomène contribue à des multiples facteurs et vont avoir des étiologies différentes. Donc, pour cette théorie, comme pour les autres, la validation de soi et la cohérence cognitive est d'une grande importance afin d'arriver à un sens clair de son identité. Donc, pour ce faire, l'individu va créer un résumé pondéré selon la science et l'importance des caractéristiques qu'il possède et des caractéristiques qu'il ne possède pas. Et s'il y a un débalancement vers les caractéristiques du genre opposé, ça peut créer une confusion dans l'identité de genre de l'enfant. Mais cette confusion peut être rétablie si on rebalance un peu les caractéristiques, l'importance des caractéristiques qu'on possède. Donc, le débalancement ne dure généralement pas longtemps, sinon pour Spence, c'est considéré comme une psychopathologie. Et l'ajustement pondéré se fait un peu tout au long de la vie. Donc, j'ai fait un petit tableau récapitulatif pour mettre en valeur certains points importants. Donc, au niveau de l'étendue temporelle, pour les 2 premières théories, le développement se fait durant l'enfance. Puis pour les 2 dernières, ça se déroule durant toute la vie. Ensuite, les déterminants et le nombre de facteurs du modèle, je vous l'ai un peu dit dans ma présentation. Ensuite, pour les prédicteurs des comportements, des attitudes et des attributs de genre, pour la première théorie, c'est la constance de genre. Pour la deuxième, c'est l'identité de genre. Pour la théorie sociale cognitive, c'est les mécanismes d'autorégulation. Et pour la dernière théorie, l'étiologie est très variée selon les phénomènes, l'individu et l'âge. Les mécanismes qui sont sous-jacents au développement, donc pour la théorie cognitive développementale, c'est toute la séquence développementale d'organisation cognitive qui se fait de manière universelle, donc pareil pour chacun. Pour la théorie du schéma de genre, c'est le schéma en tant que tel. Et pour la théorie sociale cognitive, c'est les guides comportementaux. Pour la théorie multifactorielle, c'est l'ajustement du résumé pondéré de caractéristiques congruentes et non congruentes. Au niveau de la perception du genre, donc je vous ai écrit certains détails ici, mais principalement, c'est ce que je vais reprendre dans ma critique théorique. Donc, comme vous avez pu voir assez clairement, là, ces théories maintiennent un système binaire du genre. Elles vont concevoir le genre comme étant composé de 2 sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. Et puisque le sexe est ancré dans la physiologie, il est jugé naturel. Et ensuite, le terme sexe et genre sont utilisés de manière interchangeable. Ces théories vont penser aussi le genre de manière cis-sexiste et cis-normative. Le sexe assigné à la naissance va déterminer nécessairement le genre de l'enfant, ce qui va créer une norme selon laquelle tout le monde est une personne cisgenre. Les théories vont également faire un usage d'un universalisme, en ce sens qu'elles vont maintenir une idée que le système binaire est pareil dans toutes les cultures et pour tous les humains, alors qu'on sait désormais à travers plusieurs études, plusieurs théories, que la construction sociale du genre est relative à une époque et à une culture donnée. Ensuite, les théories psychologiques vont mettre une grande emphase sur la stabilité de genre et la cohérence de genre. L'identité de genre est vue comme une identité principalement sociale, donc qui va recevoir des influences externes, mais elle doit à tout prix être stable pour maintenir une cohérence cognitive. Donc, ça va ignorer toute mouvance, tout va-et-vient dans l'histoire développementale des jeunes, alors que quand la mouvance est considérée, c'est pour dire que c'est une pathologie ou un retard développemental. L'enfant n'a donc pas le droit à une ambivalence, il n'y a pas de reconnaissance non plus que certains contextes ou certaines identités ne mènent pas nécessairement à un développement autant linéaire. Pour ce qui est de la cohérence cognitive, elle est vue comme un élément fondamental à préserver afin de maintenir une image de soi positive. Une incohérence dans son identité de genre ou dans son expression de genre va être vue comme quelque chose de stressant, d'anormal,
à éviter. Ensuite, et c'est peut-être le point le plus important, ce cadre rigide d'une conception du genre comme quelque chose de binaire, de stable et de naturel va invisibiliser tout autre vécu identitaire. Les enfants trans non-binaires sont complètement effacés par ces théories puisqu'elles ne permettent pas de penser leur réalité développementale. Les enfants qui pourraient concevoir le genre d'une manière non-binaire et ou de manière fluide, les enfants à genre ou au genre multiple ou autres, ne peuvent pas être compris ni même considérés par cette théorie. Et elles seraient perçues comme des êtres au développement anormal ou pathologique, puisque leurs conceptions du genre sont non conformes aux conceptions traditionnelles. Par exemple, dans la théorie de Kohlberg, qui était la première théorie, certains enfants ne pourraient pas atteindre l'étape de l'identité de genre, d'autres pas l'étape de la stabilité de genre, et probablement aucun enfant trans non-binaire n'atteindrait la constance de genre. Pourtant, c'est en aucun cas parce qu'elles sont sous-développées, mais probablement bien davantage parce que la théorie ne permet pas de penser leur réalité. Enfin, j'aimerais vous amener à vous questionner sur l'aspect éthique d'utiliser ces théories pour étudier le développement des enfants trans non-binaires ainsi que pour leur offrir des soins. La conception du genre de ces enfants est tellement différente de celle qui est véhiculée par ces théories qu'on pourrait supposer qu'une tentative de les étudier à travers ces théories pourrait être contraignante pour celles-ci. Et elles ne pourraient pas avoir la place d'exprimer comment leur développement s'est réellement déroulé et devraient respecter en fait, ne pas respecter l'authenticité de leur identité en vue de pouvoir rentrer dans certains barèmes conceptuels. Selon Cironi, ça peut être une forme de maltraitance d'utiliser des outils conceptuels qui sont non adaptés à la réalité vécue des personnes qu'on étudie. Il faut donc porter une attention particulière dans une perspective éthique euh, aux conceptions sous-jacentes à nos études qui peuvent être véhiculées dans notre cadre théorique à travers nos théories qu'on utilise ou à travers nos propres présuppositions personnelles. Bon, garder en tête ces considérations éthiques pour amener brièvement les critiques méthodologiques. Donc, les outils méthodologiques qui sont utilisés dans la collecte de données de plusieurs études qui vont découler de ces théories vont maintenir une conception rigide du genre. Les questionnaires et les observations comportementales qui sont faites quant au phénomène de genre sont principalement, les réponses et la codification va principalement être divisée selon le système binaire du genre et selon les stéréotypes du genre. Ainsi, le BEM Sexual Inventory, qui a été inventé par BEM, et le Personal Attribute Questionnaire, qui a été inventé par Spence, vont classer des caractéristiques selon deux échelles de genre, soit pour déterminer le niveau de typicalité dans les comportements et attributs que la personne possède, soit pour établir les traits caractéristiques que la personne qui compose son identité. Slaby et Frey vont également avoir élaboré une entrevue qui est souvent utilisée dans la littérature pour évaluer l'étape développementale d'un enfant selon la théorie cognitive développementale, la première théorie. Et les choix de réponse qui sont offerts sont toujours binaires et l'évaluation se fait toujours en fonction de normes sexistes. Euh, donc, en conclusion, j'aimerais rappeler que le fait d'utiliser des outils conceptuels qui sont non adaptés à la population qu'on étudie est une forme de maltraitance. Il faut questionner les théories qu'on utilise comme cadre théorique ou comme cadre de référence lorsqu'on donne des soins ou qu'on étudie une population qui est marginalisée. Particulièrement, une attention doit être portée aux préconceptions qu'on peut véhiculer à travers les théories ou à travers nos propres préconceptions personnelles. Et avoir un regard critique est important pour ne pas faire subir des microagressions aux personnes qui participent à notre étude. Plutôt, on peut aller se référer aux plus récentes études sur le développement de l'identité de genre des personnes non cisgenres. Donc, il y en a une majorité, davantage, il n'y en a pas beaucoup encore, mais davantage qui ont été faites sur les personnes trans. Certaines, dont celles que je vous présente à l'écran, ont été faites auprès ont porté une attention particulière à inclure des personnes non-binaires également. Donc, le danger de ne pas écouter les jeunes trans non-binaires sur leur propre vécu et de continuer à utiliser les théories traditionnelles en psychologie et que
cela peut mener à des discussions pathologisantes, telles que certains des récents discours sur le phénomène de détransition dont va nous parler les prochaines présentations. Merci de m'avoir écouté.